Bien. Donc, on reprend notre TD de probabilité. Je vous rappelle juste l'énoncé de l'exercice, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, nous sommes en train de résoudre un exercice qui concerne l'expérience aléatoire suivante. Donc, nous avons une urne, un صندوق, et dans cette urne, donc nous avons 10 boules identiques, qui sont identiques. Ça veut dire en fait que signifie identique, on ne peut pas les distinguer l'une de l'autre par le simple toucher. Mais lorsqu'on va tirer une boule au hasard parmi ces 10 dans une urne, il est impossible de les distinguer par le simple toucher. Elles sont identiques. Donc, puisqu'elles sont identiques, en fait, cela suppose, ou bien cela signifie en termes de probabilité, que nous sommes en présence d'une équiprobabilité. Ça fait? Ça veut dire, en fait, elles ont toutes la même chose d'être tirées. La seule différence entre ces boules, c'est qu'elles sont numérotées de 1 à 10. Et donc, en fait, notre expérience aléatoire, pourquoi on dit que c'est une expérience aléatoire? Je vous ai dit que parce qu'en fait, on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude à l'avance. Donc, je répète, c'est une expérience aléatoire, parce qu'on ne peut pas prévoir le résultat de l'expérience par avance et avec certitude. يمكن باش نتوقعوا النتيجة ديال التجربة مسبقا أو بطريقة يقينية. صافي خصنا جوج الحوايج مسبقا يمكن باش نتنبؤوا بالنتيجة وحتى إلا تنبأنا ما كيكونش عندنا اليقين. Donc même si on peut prévoir le résultat, en fait on n'est pas certain. Donc ici notre expérience consiste à tirer une boule parmi les 10. C'est une expérience assez simple et on va noter le numéro de cette boule. Pourquoi elle est simple? Parce que dans d'autres expériences, on va peut-être tirer plusieurs boules en même temps. Donc là, ça va se compliquer. Donc là, ça va être plus compliqué que cet exercice. Donc nous avons défini 3 événements, l'événement E1, l'événement E2 et l'événement E3. Donc l'événement E1, c'était que le nombre, ou bien le numéro de la boule tirée est au plus égal à 5. Quand on dit au plus, ça veut dire inférieur ou égal. L'événement E2, le résultat est un nombre pair. Et l'événement E3, le résultat est un nombre impair. Nous avons répondu à la première et à la deuxième et à la troisième question. Et ce qui reste, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de répondre à la quatrième question. Avant de passer à la quatrième question, je vous rappelle ce que nous avons fait dans la troisième question. Dans la troisième question, nous avons supposé que chaque boule, vous arrivez à lire ou non? Vous arrivez à lire la... Oui, monsieur. Donc, en fait, dans la question 3, nous avons supposé que chaque boule dans l'urne a la même probabilité d'être tirée. Chaque boule, يعني كل كرة في ذاك الصندوق عندها نفس الاحتمال باش نسحبوها بحال الآخرين. Ça fait donc nous avons appelé ceci une équiprobabilité. Équi comme équation, ça veut dire égalité, même probabilité. Et nous avons calculé la probabilité de chacun des événements décrits dans la question 1. Donc, lorsqu'on dit équiprobabilité, je vous rappelle la règle, donc directement, donc vous allez apprendre ceci. Donc, quand on vous dit équiprobabilité, automatiquement, il faut penser à la formule suivante. Je rappelle ici la règle. Donc, il faut vérifier, donc, si on a équiprobabilité, ben, en fait, la probabilité d'un événement A, donc on applique la règle suivante, c'est donc cardinal A
divisé par cardinal oméga. Donc, on dit que cardinal A, c'est le nombre de cas favorables à l'événement A, et cardinal oméga, c'est le nombre de cas possibles. Donc, la probabilité, en fait, il suffit de rapporter le nombre de cas favorables à l'événement A au nombre de cas possibles. Dans notre expérience, lorsqu'on va tirer une boule dans cette urne, donc quels sont les résultats possibles? Donc, un premier résultat, c'est d'obtenir le numéro 1. Deuxième résultat possible, c'est d'obtenir le numéro 2, etc. jusqu'à obtenir le numéro 10. Donc au total, j'ai 10 possibilités. Et donc cardinal oméga, dans notre exemple, est égal à 10. Maintenant, quand on dit le nombre de cas favorables à un événement A, ça veut dire en fait, lorsqu'on va tirer une boule, elle doit appartenir à l'événement A. Si je reprends notre exemple bien de notre exercice, par exemple E2, donc pour calculer la probabilité de E2, donc il faut calculer cardinal de E2, et cardinal de E2, ce sont en fait le nombre, ce sont des cas favorables à E2. E2, ce sont les nombres pairs. Donc lorsqu'on veut tirer un nombre, par exemple 4, ben 4 c'est bien un nombre qui est pair. Donc cette réalisation, elle est favorable à notre événement E2. Si maintenant on tire le nombre 5, 5 c'est un nombre qui est impair, il n'est pas pair. C'est un nombre qui est défavorable à E2. Ça fait? Mais en fait, cette règle-là que je vous ai présentée, elle nous a facilité le calcul des probabilités de la question 3. Et maintenant, on va lâcher cette hypothèse. Donc, on va abandonner l'équiprobabilité dans la question 4. Et donc, puisqu'on va l'abandonner, c'est que cette formule n'est plus applicable. Ça fait l'équiprobabilité, mais donc, nous allons voir comment faire dans ce cas. Ça fait? Donc, on va retourner à notre exercice. Et donc, c'est l'objet de la question 4. Donc, maintenant, chaque boule a une probabilité d'être tirée proportionnelle au nombre qu'elle porte. Donc, on vous demande de refaire, donc de calculer la probabilité de chacun des événements décrits dans la question 1. C'est pratiquement la même chose que la question 3. À la différence près que dans la question 3, nous avons une équiprobabilité, et cette hypothèse, nous l'avons abandonnée maintenant. Pourquoi? Parce que chaque boule a une probabilité d'être tirée proportionnelle au numéro qu'elle porte. Nous allons voir comment traduire cette phrase mathématiquement. Chaque boule a une probabilité d'être tirée proportionnelle au numéro qu'elle porte. Donc, on va rappeler rappeler la notion de proportionnalité. Donc, vous avez tous vu la notion de proportionnalité au collège. Donc, on dit que les nombres rappellent. Donc, je vais juste écrire ici un rappel. On dit par exemple que les nombres x1, x2, et x3 sont proportionnels sont proportionnels avec les nombres y1, y2 et y3. Dans quel cas? Est-ce que vous vous rappelez de la définition? En fait, si le rapport x1, on peut même aller plus loin, on peut considérer x1, x2, x3 et d'autres nombres. Ils sont proportionnels avec y1, y2, y3 et ainsi de suite. Si le rapport x1 divisé par y1 est le même que le rapport x2 divisé par y2, et c'est le même que le rapport x3 divisé par y3,
etc., etc. Et ceci est égal à une constante C, à un nombre. Ça fait? Donc on dit qu'ils sont proportionnels. Et dans ce cas-là, comment on va écrire? Ben, si je prends simplement, par exemple, le rapport x1 divisé par y1, et ce rapport est égal à la constante C. Donc comment on peut écrire ceci? Comment on peut le simplifier? Puisque x1 divisé par y1 est égal à C, alors qu'est-ce qu'on conclut? On peut écrire ceci, que x1 est égal à C fois y1. Attention, en fait, les nombres x, y, etc. ne sont pas nuls, parce que sinon, ceci ne va pas tenir. Donc, en fait, maintenant, on a x1 et y1, ce sont deux nombres proportionnels. Ça veut dire, en fait, on peut écrire l'un comme l'autre multiplié par une constante. Ça fait, donc, on va multiplier y1 par un nombre c, et on obtient x2. Par exemple, on peut dire que si je peux écrire x1 égale 2y1, alors x1 et y1 sont proportionnels. Est-ce que maintenant cette notion de proportionnalité est claire pour tout le monde? Vraiment là? Oui, monsieur. Bien. Donc maintenant, on va traduire la question, ou bien cette phrase, on va la traduire maintenant mathématiquement. Que signifie, ou bien comment on va écrire que chaque boule a une probabilité d'être tirée proportionnelle au numéro qu'elle porte? Donc ce que nous allons faire, on va dans un premier temps noter BI. On va dire que BI, ça c'est l'événement suivant, tirer la boule numéro I. Est-ce que vous arrivez à lire ce que j'écris? Oui, monsieur. Oui. Donc, BI, c'est tirer la boule numéro I. Bien sûr, en fait, I, quelles sont les valeurs que prend I? J'ai la boule numéro 1, j'ai la boule numéro 3, j'ai la boule numéro 2, etc., jusqu'à la boule numéro 10. Ça fait? Donc maintenant, on va commencer par la boule numéro 1. Quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 1? Donc en fait, on nous dit que cette probabilité, elle est proportionnelle au nombre qu'elle porte. Donc elle porte le numéro 1. Ça fait? Et donc cette probabilité, elle est proportionnelle à 1, ça veut dire on peut écrire A multiplié par 1. Donc ici, en fait, le A, c'est ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité. Donc il y a un lien entre la probabilité de la boule numéro 1 et son numéro, et ce lien, comme en fait la définition de la proportionnalité, regardez ce qu'on a écrit ici. Donc en fait, lorsque je peux écrire x1 est égal à une constante c multipliée par y1, donc on dit que x1 et y1 sont proportionnels. C'est exactement ce que je viens d'écrire ici sur les probabilités. Donc ici, on a la probabilité de tirer la boule numéro 1, elle est proportionnelle au numéro 1, parce que la boule numéro 1 prend le numéro 1. Et donc, comment exprimer cette proportionnalité? On écrit simplement, on va multiplier par une constante A, et bien sûr, quelle est la valeur? Donc là, bien sûr, après, on va dire quelle est la valeur de cette constante A. Donc, on doit la trouver. Ça fait? Ensuite, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 2? En fait, on aura toujours le même coefficient de probabilité, c'est A multiplié par 2. Ça fait? On peut même simplifier cette écriture. On va simplifier ces écritures. On va dire en fait 1 multiplié par A, c'est simplement A. Et
2A multiplié par 2, c'est simplement 2A. Ça fait, et ainsi de suite. Donc, on va continuer de la sorte jusqu'à la probabilité de tirer la boule numéro 10. Donc, la dernière probabilité de tirer la boule numéro 10 est égale à un coefficient de proportionnalité A multiplié par le numéro de la boule. Et ceci, on peut l'écrire A multiplié par 10, c'est simplement 10 fois A, 10A. Ça fait? Est-ce que jusqu'à ce niveau, c'est clair pour tout le monde? Donc, cette notion de proportionnalité, que la probabilité de la boule tirée est proportionnelle au nombre qu'elle porte. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Ça fait bien. Donc, ce que nous allons faire, qu'est-ce que vous savez? Donc, on sait que par définition, une probabilité, juste une parenthèse, je rappelle que nous sommes en train de traiter une variable qui est discrète. Donc, le numéro porté par une boule. Monsieur, Non. monsieur, j'ai pas compris une chose. Pour la probabilité, normalement, la probabilité de B1, elle doit être une sorte de coefficient fois le nombre qu'elle porte, c'est-à-dire 1. Mais il y a des probabilités, par exemple, qui portent normalement plusieurs nombres, c'est-à-dire comme le fait qu'il soit pair ou impair. Alors, comment on va faire? Justement, donc on va arriver justement, c'est l'objet de l'exercice. Après, nous allons calculer, par exemple, comment calculer la probabilité de E2. Parce que dans E2, j'ai plusieurs éléments. Ça fait? Oui. Donc, lorsque nous avons fait l'hypothèse de l'équiprobabilité, nous avons calculé la probabilité de E2 et nous avons trouvé 1 sur 2. Oui. Justement, donc parce que nous avons fait l'hypothèse de l'équiprobabilité et nous avons appliqué la formule cardinal E2 divisé par cardinal oméga. Et maintenant, on va s'intéresser on ne s'intéresse pas encore aux événements. Donc, qu'est-ce qu'un événement? Un événement, en fait, c'est un ensemble de résultats. En fait, le point de départ, il faut d'abord considérer la probabilité de chaque résultat possible. Ça fait, on va prendre les résultats élémentaires. Tirer la boule numéro 1, tirer la boule numéro 2, etc. En fait, c'est cette définition de la probabilité qui va nous permettre de répondre à votre question par la suite. Ça fait? D'accord. Ok. Donc, on s'intéresse aux résultats, aux résultats élémentaires. Ça fait? Bien. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, je précise que nous sommes en train de travailler sur une variable qui est discrète. Ça fait? Prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 10, c'est une variable qui est discrète. Et donc, nous avons défini la dernière fois la notion de probabilité, si vous vous rappelez bien. Et donc, donc, lorsqu'on définit une probabilité que je vais noter, par exemple, P, ou bien une probabilité PI, donc cette probabilité doit vérifier deux choses. Donc, elle doit être comprise entre 0 et 1. Et en plus, il faut que la somme de toutes les probabilités PI, donc on calcule la somme, donc on calcule la somme sur I, donc la somme sur I, la somme des probabilités doit être égale à 1. Ça fait? Ben, en fait, la dernière fois, nous avons commencé par vérifier la deuxième formule, la somme des probabilités est égale à 1, et ensuite on a vérifié que la première est également vérifiée. C'est ce que nous allons faire maintenant aussi. Parce que cette règle, elle est valable quelle que soit la situation, équiprobabilité ou non. Ça fait? Donc, cette définition de la probabilité, ces deux conditions que doit vérifier une probabilité, elles sont générales. Ça fait dans le cas équiprobable ou non, qui est menace. C'est ضروري الاحتمال يكون ما بين 0 و 1 والمجموع كيساوي 1. Ça fait? Et maintenant, ce que nous allons faire, on va partir de la deuxième condition. On dit, en fait, il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. On va appliquer simplement cette règle.
Ça veut dire que la probabilité, je vais l'écrire ici en bleu, ça veut dire en fait que la probabilité de tirer la boule numéro 1 plus la probabilité de tirer la boule numéro 2 plus probabilité de tirer la boule numéro 2 plus la probabilité de tirer la boule numéro 3 plus etc., jusqu'à la probabilité de tirer la boule numéro 10. Il faut que cette somme de probabilités soit égale à 1 selon la deuxième condition d'une probabilité. Ça fait ça, j'imagine que c'est clair. Ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à remplacer chaque probabilité par son expression. Nous avons dit que la probabilité d'obtenir la boule numéro 1, c'est égal à A, puisque nous sommes en train de chercher la valeur de A, justement. Donc, je vais écrire ceci en vert pour reprendre les formules. Donc, la probabilité d'obtenir la boule numéro 1 est égale à 1, plus la probabilité de tirer la boule numéro 2. Et cette probabilité est égale à 2A. Ça fait? Plus la probabilité de tirer la boule numéro 3. Ce sera 3A. Plus, etc., jusqu'à la probabilité de tirer la boule numéro 10. Et cette probabilité, c'est 10A. Et il faut que cette somme soit égale à 1. Ça fait? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une somme, et dans cette somme, à chaque fois, je vois le A. Donc A plus 2A plus
Donc, voilà. Encore un problème de connexion. Est-ce que vous arrivez à voir le tableau noir? Kevin? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Donc, on s'excuse pour ce problème de connexion. Donc, à chaque fois, donc, ça coupe, mais on n'y peut rien. On continue. Donc, je vous rappelle ce qu'on était en train de faire. Donc, nous avons remplacé chaque probabilité par son expression. Donc, la probabilité d'obtenir la boule numéro 1 est égale à A. La probabilité d'obtenir la boule numéro 2, nous avons dit qu'elle était égale à 2A, etc., etc. On remarque que j'ai une somme, et dans cette somme, j'ai une constante A partout. On peut donc factoriser. C'est ce que nous allons faire ici. On va factoriser par A. Donc j'ai A, facteur de 1, plus 2, plus 3, etc., jusqu'à 10. Et ceci doit être égal à 1. Donc, comment on peut, quelle est la valeur de la somme de 1 plus 2 plus 3, etc. Donc ici, c'est une suite arithmétique d'ordre 1. Et le premier terme, c'est 1. En fait, cette somme est égale à... Lorsqu'on a une somme de nombres qui commence de 1, et qui va plus 2, plus 3, etc., qui avance avec un pas de 1, يعني مجموعة ديال الأعداد كينطلقوا من واحد وكنزيد بخطوة ديال واحد 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 1 égale à 3. Donc, comment calculer cette somme? Ben, il suffit de prendre le dernier terme, 10, multiplié par le terme suivant, 11, et divisé par 2. Ça fait? Donc, vous faites un cours de mathématiques financières, on vous parle de suite arithmétique et de suite géométrique. Donc ici, vous avez une suite arithmétique de premier terme 1 et de dernier terme 10 comment on va dire? Donc le premier élément c'est 1, le dernier élément c'est 10 et le terme de la suite arithmétique est égal à 1. On avance de 1. Ça fait donc ce n'est pas l'objectif ici, ce n'est pas le but. Ce qui nous intéresse, c'est que si vous calculez cette somme, vous allez trouver qu'elle est égale à 10. Donc la règle, on va prendre le dernier terme 10, multiplié par le terme qui va venir après c'est 11 et on divise par 2. Et ceci est égal à donc 110 divisé par 2 et 110 divisé par 2, c'est 55. Pardon, donc ici c'est 110 divisé par 2 et 110 divisé par 2, c'est 55. Donc A, donc finalement c'est comme si si je remplace cette somme par 55, j'ai alors 55 multiplié par A est égal à 1. Quelle est donc la valeur de A que nous sommes en train de chercher? Donc A, c'est simplement 1 divisé par 55. Est-ce que vous avez compris comment calculer la valeur de A? Je rappelle ce passage qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc vous avez première possibilité, si on peut le faire à l'aide d'une calculatrice. Donc 1, plus 2, plus 3, etc. Ou bien, je vais vous donner un article comme qaïda. Donc je vais ouvrir une parenthèse pour vous montrer comment calculer ce genre de somme. Okay, je vais même vous rappeler l'histoire. Donc là, j'ouvre une parenthèse. Donc, il paraît que le mathématicien Gauss, donc عالم الرياضيات اللي سميتو Gauss, ça fait? Lorsqu'il était à l'école, ملي كان باقي في المدرسة, donc l'instituteur ou bien le professeur leur a demandé de calculer la somme suivante, de faire la somme 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à 100. Ça fait? Donc vous, comment vous auriez fait? 1 plus 2 plus 3
jusqu'à 100. Comment vous allez faire? Et je vous rappelle que Gauss, il était encore un élève, comme en fait, nous, on a tendance, nous allons commencer par prendre 1, plus 2, ça fait 3, plus 3 est égal à 6, plus 4 est égal à 10. Mais le problème, c'est que si on procède de cette manière, ça veut dire si on calcule la somme dans ce sens, plus on avance et plus on doit ajouter des nombres qui sont plus grands. Et donc plus le calcul sera compliqué à faire. Et là, qu'est-ce qu'on نحسب بحال هذا الشكل؟ خصني نبدا نحسب واحد وزيد عليه جوج وثلاثه وكل ما زدت كل ما كنزيد الاعداد اللي هما كبار وكل ما الحساب كيصعب. Donc Gauss à l'époque, il était encore un élève, ben, il a pensé à faire l'inverse. Donc au lieu de partir de 1, 2, 3, etc., ben, il a dit en fait pourquoi ne pas commencer par la fin et calculer 10 plus 99 plus 97 plus voilà, plus 97 plus etc., jusqu'à arriver au plus petit nombre qui est 1. Donc avant d'arriver à 1, donc il est passé par exemple ici par 2, 3, etc. Et ici en fait, il est passé par 99, 199, 98, etc. Ça fait. Donc normalement, si on doit faire cette somme, on doit faire 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 98 plus 99 plus 100. Mais Gauss, qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, il a fait l'inverse. Au lieu de encore un problème de connexion, mais cette fois-ci, parce que là je me suis connecté avec mon téléphone et quelqu'un vient de m'appeler. هذا هو المشكل. يعني نتمنى من الله هاد كورونا تحيد لان صراحه هادشي بزاف ما كانش نقدروا نخدموا في هاد لي كونديسيون هادو. Bien. Donc je répète, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? متبعين معايا ياك؟ Oui, je suis. صافي كلشي كيبان. Donc Gauss en fait, qu'est-ce qu'il a pensé à faire? Il a pensé à partir à faire l'inverse. Il va partir du plus grand nombre, le 100, plus 99, plus 98, etc. Mais en écrivant en fait cette écriture, qu'est-ce qu'il a remarqué? Donc en fait, il a remarqué que 1 plus 100, ça fait combien? Ça fait 101. Et 2 plus 99, ça fait combien? Ben, ça fait encore 101. 3 plus 98, c'est encore 101. Etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? 98 plus 3, c'est encore 101. 99 plus 2, 101. 100 plus 1, 101. Ça fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bizarre. Vous prenez 1 plus 100, ça fait 101. 2 plus 99, ça fait 101. 3 plus 99, 98, ça fait 101. Et regardez, le 101, c'est simplement le premier terme plus le dernier. Le 101 que vous avez ici, c'est juste le premier terme plus le dernier. Ça fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a simplement additionné tous ces résultats. Il a pris 101, plus 101, plus 101, etc., plus 101, plus 101. Mais le problème c'est que
c'est comme s'il avait calculé cette somme deux fois. Il a calculé la première ligne plus la deuxième ligne. Donc en fait, ce qu'il va faire, donc il va calculer cette somme en jaune, et il va diviser le résultat par 2. Donc ici, il a 101 plus 101 plus 101, combien de fois? Donc il a 101 plus 101 plus 101, combien de fois? En fait, ici, j'ai la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, donc 100 fois. Et bien sûr, puisqu'on a calculé cette somme deux fois, la première ligne et la deuxième ligne, il faut diviser le résultat par 2. Ça fait? Et le 101, qu'est-ce qu'on a dit? Le 101, comment on peut l'écrire? Le 101, c'est juste le premier terme. Donc le premier terme, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, 100, et divisé par 2. Ça fait? Donc c'est comme ça que Gauss a trouvé cette relation. Donc maintenant, si on vous donne la formule, si je considère une suite arithmétique, quand on dit une suite arithmétique, une suite متتالية حسابية arithmétique, je vous donne un exemple. En fait, 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est une suite arithmétique. Pourquoi on dit que c'est une suite? Parce que pour passer d'un terme au terme suivant, il faut simplement ajouter une constante. Donc nous avons ajouté 2. Et pour passer de 4 à 6, nous avons simplement ajouté 2. Et pour passer de 2 à 8, il faut simplement ajouter 2. Et pour passer de 8 à 10, il faut ajouter 2. Donc on dit que c'est une suite arithmétique. Maintenant, si on avait multiplié, par exemple, si je prends ici, je vais l'écrire en rouge, si j'écris 2, 4, 8, 16, 32, 64, qu'est-ce que vous remarquez? Pour passer d'un terme au terme suivant, pour passer de 2 à 4, on a multiplié par 2. Donc ici, on a multiplié par 2. Pour passer de 4 à 8, nous avons multiplié par 2. Et pour passer de 8 à 16, nous avons encore multiplié par 2. Pour passer de 16 à 32, nous avons multiplié par 2. Et pour passer de 32 à 64, nous avons multiplié par 2. Donc la deuxième, ce n'est plus une suite arithmétique, mais ici c'est une suite géométrique. Géométrique. Ça fait. Donc dans notre exemple, nous avons 1 plus 2 plus 3, c'est une suite arithmétique. Le premier terme ici, en fait, comment on va faire? Donc pour calculer cette somme, maintenant si on vous demande de calculer cette somme, regardez, en fait, on va appliquer la règle. Donc, on va dire, c'est le premier terme. Quel est le premier terme? Donc, c'est le 2. Plus le dernier terme, qui est 12. Multiplié par le nombre de termes. J'ai combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplié par 6, divisé par 2. Ça fait? Et donc, ça va faire 2 plus 12, 14. 14 fois 6, ça va faire 74. 74 divisé par 2, il y a 37. Donc, je répète, 2 plus 12, 14. 14 multiplié par 6, c'est 74. Et 74 divisé par 2, c'est 37. Est-ce que c'est vrai? Donc, on va vérifier. 12 plus 10, 22. 22 plus 8, 12 plus 10, 22. 22 plus 8, 30, 30 plus, donc il doit y avoir une erreur ici de calcul. Premier terme 2, plus le dernier terme 12, multiplié par le nombre de termes, j'ai 6, et on divise par 2.
Donc 2 plus 12, 14. 14 multiplié par 6. 14 multiplié par 6. 14 multiplié par 6. Monsieur, ça fait 42. ولكن هنايا عندنا شي غلطة في العلاقة. Donc ici, si j'additionne, j'ai 2 plus 4, 6, et 6, ça fait 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 22, 42. ولكن علاش ما عطاتناش هاد العلاقة؟ Normalement, je dois avoir ici 42. Donc ici, je dois avoir 42. Donc ici, 42, يعني اللي خصها تكون هي 84. Donc, oui, bah, justement, donc si vous prenez 2 plus 12, ça fait 14. C'est déjà 42 parce que 14 fois 6, c'est 84. 84, voilà. Et 84 divisé par 2, ça fait 42. Voilà, donc ça fait 42. Donc cette formule, lorsqu'on l'applique, elle vous donne 42. Et c'est exactement ce que nous trouvons si on fait la somme. Donc ici, c'est 42. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé en calculant la somme. Donc lorsque nous avons une suite arithmétique, et on vous demande de calculer la somme de ces éléments, de ces termes. Donc il faut prendre, donc la règle à retenir, il faut prendre le premier terme plus le dernier, le premier plus le dernier, on multiplie par le nombre de termes, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on divise le tout par 2. Ça fait? Pour vous rappeler, reprenez simplement la logique de Gauss. Donc Gauss, pour calculer la somme de 1 jusqu'à 100, il a remarqué qu'en allant dans ce sens, les choses vont se compliquer. Il a écrit la somme à l'envers. Donc il est parti de 100 plus 99 plus 98 jusqu'à 1. Mais là, il a remarqué que 1 plus 100, ça fait 101. 2 plus 99, ça fait 101. 3, 98, ça fait 101. Donc pourquoi ne pas additionner tous ces éléments? Ça revient à additionner des 101, 101, 101 et diviser le résultat final par 2. Pourquoi il faut diviser par 2? Parce qu'on a compté cette somme deux fois. Donc en fait, j'ai 101, 101, 101 combien de fois? Donc il faut multiplier par le nombre de termes. Donc on doit multiplier 101 par le nombre de termes 100. Et finalement, le 101, c'est simplement le premier terme plus le dernier terme. Et donc c'est exactement la formule que je vous ai écrite ici. Ça fait? Donc cela explique en fait, c'est cette formule qui nous a permis de dire que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10, comment on fait? En fait, on va prendre le premier terme plus le dernier terme, cela fait 11. Le premier terme plus le dernier terme, ça fait 11. Le nombre de termes, j'ai un premier, deuxième, troisième, donc j'ai terme. Donc 10 multiplié par 11, et on doit diviser le tout par 2. 10 multiplié par 11, c'est 110. 110 par 2, c'est 55. Et donc, A multiplié par 55 est égal à 1. A multiplié par cette somme qui est 55, le tout doit être égal à 1, et finalement la valeur de A est égale à 1 divisé par 55. Ça fait une forme de une. Donc qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste à donner, à trouver la valeur de chaque probabilité. Quelle est donc? Donc nous avons dit que la probabilité d'obtenir la boule numéro 1, nous avons dit que la probabilité d'obtenir la boule numéro 1, elle est proportionnelle au nombre qu'elle porte. Nous avons dit en fait qu'elle est égale à A multiplié par son nombre, par son numéro, c'est A multiplié par 1 qui est égal à A. Et on vient de trouver que A est égal à 1 divisé par 55. Donc la probabilité d'obtenir la boule numéro 1, c'est 1 divisé par 55. Quelle est la probabilité maintenant d'obtenir la boule numéro 2? Cette probabilité, elle est proportionnelle au numéro 2. Ça veut dire qu'elle s'écrit A multiplié par 2 ou bien 2A. Or, nous avons calculé que A est égal à 1 sur 55. Ceci donc est égal à 2 divisé par 55. Et on continue. Quelle est la probabilité
d'obtenir la boule numéro 3. Donc cette probabilité, elle est proportionnelle au numéro 3, que l'on peut écrire 3A, et A est égal à 1 divisé par 55. Le résultat est 3 divisé par 55. Et ainsi de suite, jusqu'à probabilité d'obtenir la boule numéro 10. Et cette probabilité, c'est 10 multiplié par, c'est A multiplié par 10, ou bien, donc on va écrire comme ça, pour montrer qu'elles sont proportionnées. Donc A multiplié par le numéro de la boule qui est 10, ceci est égal simplement à 10A, et donc 10 fois A est égal à 1 divisé par 55, ceci est égal à 10 divisé par 55. Attention, en probabilité, il vaut mieux ne pas simplifier dès le début. Mais qu'est-ce que le ici, en fait, on aurait pu simplifier. 10 divisé par 55, on aurait pu le simplifier. Mais je vous conseille de le garder tel quel et simplifier à la fin. Donc, est-ce que ces probabilités, est-ce que ce sont les nombres qu'on vient de trouver? Probabilité d'obtenir la boule numéro 1, c'est 1 divisé par 55. Probabilité d'obtenir la boule numéro 2, 2 divisé par 55, etc. Est-ce que ces nombres sont vraiment des probabilités? Pour que ce soit des probabilités, il faut d'abord qu'ils soient compris entre 0 et 1. Et c'est bien le cas ici. Donc 1 divisé par 55, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. 2 divisé par 55 est également un nombre compris entre 0 et 1. Etc. jusqu'à 10 divisé par 55. Ce sont des nombres qui sont positifs. Donc vous voyez bien que ce sont des nombres positifs, donc ils sont supérieurs à 0, supérieurs ou égaux à 0. Et en même temps, ils sont inférieurs à 1. Pourquoi ils sont inférieurs à 1? Parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. Lorsqu'on divise un nombre par un nombre qui lui est plus grand, le résultat est inférieur à 1. Donc ici, on vient de vérifier que la probabilité d'obtenir la boule numéro I, elle est bien comprise entre 0 et 1. Ça fait? Et I varie, donc I peut prendre la valeur 1, 2, 3 jusqu'à 10. Maintenant, est-ce que la somme des probabilités, est-ce que la somme de ces probabilités, est-ce qu'elle est égale à 1? Est-ce que la somme des probabilités, est-ce qu'elle est égale à 1? On va additionner les probabilités sur l'indice I. Donc, on va simplement vérifier. Donc, j'ai la première probabilité. Donc, est-ce que, donc là, je vais réécrire cette expression. Est-ce que cette probabilité est égale à 1? Ça veut dire, on doit calculer la probabilité d'obtenir la boule numéro 1 plus la probabilité d'obtenir la boule numéro 2 plus, etc., jusqu'à la probabilité d'obtenir la boule numéro 10. Est-ce que cette somme est égale à 1? En fait, on va remplacer. La probabilité d'obtenir la boule numéro 1, on vient de voir, elle est égale à 1 divisé par 55. Ici, j'ai 1 divisé par 55, plus probabilité d'obtenir la boule numéro 2. Nous avons trouvé qu'elle est égale à 2 divisé par 55. Probabilité, etc. Pardon. Probabilité d'obtenir la boule numéro 10, nous avons trouvé que c'est égal à 10 divisé par 55. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme de plusieurs fractions qui ont le même dénominateur commun. Donc le résultat, c'est un nombre, c'est une fraction qui a le même dénominateur commun. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer donc, le numérateur, la somme de 1 plus 2 jusqu'à 10. Mais cette somme, nous l'avons déjà calculée. 1, donc je vais écrire ici 1 plus 2, etc. jusqu'à 10. Mais cette somme, on l'a déjà calculée. 1 plus 2 jusqu'à 10. Combien nous avons trouvé? Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10. Ben, cette somme est égale à 55, justement. Ça fait?
Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste donc ici à diviser. Donc, cette somme qui est égale à 55 par 55. Et 55 divisé par 55, c'est bien égal à 1. Donc, on vient de vérifier que ce que nous avons obtenu, c'est bien une probabilité. Pourquoi? Parce que les valeurs sont comprises entre 0 et 1 et leur somme est égale à 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est clair, merci. Bien. On passe donc, on va maintenant passer à notre exercice. Donc maintenant que nous connaissons la probabilité de tirer chaque boule, vous voyez bien que maintenant je ne suis plus en situation d'équiprobabilité. Parce que pour tirer la probabilité, la boule numéro 10, j'ai une probabilité de 10 sur 55. Ça fait? Mais pour tirer la boule numéro 1, je n'ai pas la même probabilité. J'ai simplement 1 divisé par 55. Donc, je n'ai plus d'équiprobabilité. Et donc, la règle qui m'a permis de résoudre la question numéro 3 n'est plus applicable. Donc, on ne peut plus dire que la probabilité d'un événement A, c'est cardinal A divisé par cardinal oméga. Comment faire? Donc, je vais simplement reprendre l'exercice. Donc là, je vous donne les détails. Question 4. Question 4. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Nous avons dit que la probabilité de chacun des événements décrits dans la question, si chaque boule a une probabilité d'être tirée proportionnelle au numéro qu'elle porte. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on va considérer l'événement BI, tirer la boule numéro I. C'est exactement ce que nous avons écrit sur le tableau noir. Avec l'indice I prend des valeurs 1, 2, jusqu'à 10. Regardez, donc qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Nous avons ajouté que l'intersection de l'événement BI et de l'événement BJ, donc deux numéros de boules différents, en fait l'intersection est vide. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que je peux tirer en même temps la boule numéro I et la boule numéro J? Ou bien dit d'une autre manière, lorsque je vais tirer une boule, est-ce que je peux tirer par exemple la boule numéro 1 et la boule numéro 2? Donc lorsque les indices des boules sont différents, l'intersection est vide. Ceci est très important. Ça fait? Donc j'ai ajouté ceci, ça va nous servir dans la résolution de l'exercice. Donc laissez-le pour l'instant de côté et on va revenir sur cette condition. Pourquoi j'ai ajouté l'intersection de BI et de BJ lorsque I et J sont différents, comme ici? Pourquoi on a ajouté que l'intersection doit être vide? Ça nous rappelle la notion de partition que nous avons déjà traitée précédemment. Donc la probabilité de tirer la boule numéro I est proportionnelle au numéro qu'elle porte. Signifie qu'il existe un nombre réel A tel que la probabilité de tirer la boule numéro I est égale à I multiplié par A, par définition de la proportionnalité. De cette manière, la probabilité de tirer la boule numéro 1 est égale à A, tout simplement. Ça fait. La probabilité de tirer la boule numéro 2 est égale à 2A, etc., etc. Et la probabilité de tirer la boule numéro 10 est égale à 10A. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme des probabilités, la probabilité d'obtenir la boule numéro 1, plus la probabilité d'obtenir la boule numéro 2, etc., jusqu'à la probabilité de tirer la boule numéro 10, cette somme, par définition de la probabilité, elle doit être égale à 1. Donc, il suffit de remplacer chaque probabilité par son expression. Donc, on sait que la probabilité d'obtenir la boule numéro 1 est égale à A. La probabilité d'obtenir la boule numéro 2 est égale à 2A. La probabilité d'obtenir la boule numéro 10 est égale à 10A. Et cette somme doit être égale à 1. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Exactement comme je vous ai expliqué sur le tableau noir.
on peut factoriser par la constante A. Donc A en facteur, donc facteur de 1, 2 jusqu'à 10. Et ceci doit être égal à 1. Cette somme, nous avons montré qu'elle est égale à 55. Donc 55 multiplié par A est égal à 1. Et donc finalement, on conclut que la valeur de A est égale à 1 divisé par 55. C'est exactement ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc ainsi, de cette manière, si on remplace A par son expression dans les probabilités, donc la probabilité d'obtenir la boule numéro 1 est égale à 1 divisé par 55. La probabilité d'obtenir la boule numéro 2 est égale à 2 divisé par 55, et etc. jusqu'à la probabilité d'obtenir la boule numéro 10 est égale à 10 divisé par 55. C'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça fait bien. Donc maintenant, les ensembles, on vous demande, dans un premier temps, de calculer la probabilité de l'événement E1, la probabilité d'écrire l'événement E2, la probabilité de l'événement E1, la probabilité de l'événement E2, la probabilité de l'événement E3 et la probabilité de oméga. Comment on va faire? Donc en fait, regardez, on va schématiser les choses. Donc je vais reprendre le tableau noir. Donc je vais me concentrer sur l'événement E1 par exemple. Donc je vais simplement me concentrer sur l'événement E1. On va le schématiser. Donc E1, qu'est-ce qu'on a dit? Ce sont les nombres qui sont au plus égaux à 5. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, sous forme d'un schéma, je peux dire que l'événement E1, en fait, je vais le partitionner. Et comment on va le partitionner? Donc, en fait, on va dire ça, c'est l'événement B1. Et ici, j'ai l'événement B2. Ici, j'ai l'événement B3. Ici, j'ai l'événement B4. Et ici, j'ai l'événement B5. On a réécrit l'événement E2 sous cette forme. En fait, B1, ça veut dire tirer la boule numéro 1. B2, ça veut dire tirer la boule numéro 2. B3, ça veut dire tirer la boule numéro 3. Et B4, tirer la boule numéro 4. B5, tirer la boule numéro 5. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, ici, j'ai l'événement E1. Je l'ai écrit sous forme de plusieurs événements B1, B2, B3, B4 et B5. Ça fait? Maintenant, première chose, si je réunis tous les événements B1, B2 et B5, qu'est-ce qu'on obtient? Si je prends B1, union B2, union B3, union B4, union B5. Qu'est-ce qu'on obtient? Et là, si on les regroupe, qu'est-ce qu'on obtient? On va remplacer chaque probabilité par la proportion de A. Là, on n'est pas encore arrivé aux probabilités. On n'est pas encore arrivé aux probabilités. Nous sommes juste en train de traiter un ensemble. Ça fait ce que nous avons vu la première séance. J'ai ici un ensemble, ou bien un ensemble E. Ça fait. Donc l'ensemble E, je l'ai traduit en termes d'autres événements. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Le 1, ici dans l'événement E1, quand on dit événement, ici en fait c'est comme si je suis dans les probabilités. Je suis dans les probabilités, le cours de probabilité. Alors que cette représentation, c'est dans la théorie des ensembles que nous avons vu la première séance. Donc ici, la probabilité, j'ai un événement E1, et dans l'événement E1, j'ai les résultats 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va écrire ceci sous forme d'un ensemble. J'ai l'ensemble E1, cet ensemble.
je peux l'écrire. Donc, j'ai un ensemble B1 qui contient simplement le nombre 1. J'ai l'ensemble B2 qui contient simplement le nombre 2. J'ai l'ensemble B3 qui contient simplement le nombre 3. Et j'ai B4 qui contient simplement le nombre 4. B5 qui contient simplement le nombre 5. On peut écrire en fait, j'ai oublié de le faire peut-être, que B1, je peux dire que B1, c'est simplement le singleton 1. يعني فيها غير هذيك المجموعه B1 فيها غير عنصر واحد اللي هو B1. Et B2, c'est simplement le singleton 2. فيها غير عنصر واحد. Et ainsi de suite. Jusqu'à B5, il contient simplement le singleton 5. Singleton يعني غير عنصر واحد. فهمتي دابا هذه القضيه هذه ولا لا؟ Donc c'est comme si en fait بحال عندي دار قسمتها على بيوت. هاد الغرف ولا هاد البيوت فيهم كل وحده عنصر واحد. صافي ولا خديت مثلا القسم ديال الطلبه وقسمته على الطوالي كل طبله فيها طالب. Est-ce que c'est un peu clair ce qu'on vient de faire? En fait, on a simplement fractionné, on a partitionné هاد E1 هاد المجموعه هذه بحال الا غير قسمناهم جزأناهم. Donc ici, j'ai B1 qui contient simplement le nombre 1, B2 qui contient simplement le numéro 2, B3 qui contient uniquement le numéro 3, etc. Donc on peut les écrire de cette manière. Donc B1, ça fait, il contient simplement le numéro 1. B2 contient simplement le numéro 2, etc. Première chose. Deuxième chose. Donc en fait, regardez, maintenant si on réunit, si on regroupe B1 qui contient le 1, et là je mets ça dans les ferrets واحد, avec le B2 qui contient simplement le 2, avec etc. jusqu'à B5 qui contient uniquement le 5. Qu'est-ce qu'on va obtenir si on les réunit? Et là je mets شنو غادي نجبروا؟ On va obtenir E1. فهموا هذه ولا لا؟ Si, regardez, donc on a dit E1, je l'ai partitionné, je l'ai fractionné en plusieurs éléments élémentaires. Ça fait? Donc maintenant, si on regroupe ces éléments, on va obtenir E1. Au lieu d'avoir des singletons, باش ما يكون عندي كل واحد بوحده غادي نلقى هادو مجموعين هنايا. Donc au lieu d'avoir les singletons qui contiennent un élément chacun, je vais les réunir pour obtenir finalement E1. مفهوم هاد القضية دابا ولا ما مفهومش؟ وجاوبوني حقاش ما عارفش واش كتفهموا ولا لا باش ما نبقاش نهضر بوحدي. اللي ما فهمش يقول ما فهمتش باش نعاودو. فوالا لحقاش راه ما كتبانوليش كتبان لي غير التلفازه قدامي كيسحب لي راه الكونيكسيون ما كايناش ولا شي حاجه. دونك حاولوا تفاعلوا معايا باش نعرف شكون اللي فهم اللي ما فهمش واش راكم كاينين ولا لا. Donc ça c'est la première chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'événement E1 et on va le fractionner, on va le partitionner en plusieurs éléments ou bien en plusieurs singletons. Donc j'ai pris ici l'événement E1 et je l'ai partitionné en plusieurs éléments ou bien ensemble événements élémentaires. Ça fait comme B1 contient un seul élément, B2 contient un seul élément, etc. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc j'ai en plus l'intersection. Si je prends l'intersection de B1 et de B2, est-ce que donc B1 et quelle est cette intersection? Est-ce que j'ai quelque chose en commun? Elle est nulle. C'est nul ou est vide? L'ensemble vide, oui. C'est l'ensemble vide. Donc en fait, si je prends maintenant de manière générale, donc si je prends l'événement BI, intersection avec un autre événement BJ. Attention, I est différent de J. Ça fait? Si je prends par exemple BI avec B1 avec B2, B1 avec B3, B1 avec B4, B1 avec B5, toutes ces intersections sont vides. Ça fait?
Pourquoi en fait je dis différent? Parce que si I est égal à J, ça veut dire l'intersection de B1 avec lui-même. Et B1 avec B1, c'est B1. Donc, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? C'est exactement la définition d'une partition. Je vais reprendre rapidement. On va la page 16. Donc, je vais prendre la page 1. Donc, là, je vous ai regardé. Donc, ici, on a dit la partition d'un ensemble. Donc, la partition d'un ensemble oméga, donc ça, c'est de manière générale. Si j'ai par exemple ici oméga, donc, et je considère des éléments d'où oméga 1, oméga 2, oméga n, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que si je calcule oméga 1, union, oméga 2, etc., là, je mets donc on obtient oméga. Et en même temps, est-ce qu'il y a une intersection entre ces sous-ensembles? Les intersections sont toutes vides. Et donc, lorsque j'ai ces deux conditions, union est égal à oméga dans ce cas général, et les intersections sont toutes vides, qu'est-ce qu'on a? On a une partition de oméga. Mais en fait, en particulier, on peut faire la même chose, on peut partitionner un événement. E1. Donc, je peux prendre plusieurs sous-ensembles, B1 de E1, B1, B2, B3, etc. Lorsque on calcule l'union de tous ces ensembles élémentaires, on retrouve l'ensemble général qui est plus grand. Et en même temps, les intersections sont vides. Et donc, on a bien la définition d'une partition. Donc, nous avons partitionné E1. Et dans ce cas-là, donc, on a la probabilité, pour calculer la probabilité de E1, ça devient très simple. Donc, la probabilité de E1, c'est la probabilité de B1, c'est simplement la somme des probabilités. Probabilité de B1 plus probabilité de B2 plus, etc., jusqu'à la probabilité de B5 dans cet exemple. Parce que je suis en train de chercher la probabilité de E1. Ça fait? Mais qu'est-ce qu'on sait? Donc, pourquoi en fait on écrit cette probabilité? Donc là, cette formule, nous l'avons déjà rencontrée précédemment. Mais en fait, elle ressemble un peu à ça. Elle ressemble un peu à ça. Donc, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que en quelque sorte, on va appliquer la formule, mais indirectement. Alors, regardez, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on a dit que probabilité de, on va dire, si je prends probabilité, si je considère, si je reprends cet exemple, on va reprendre cet exemple dans le cas de l'équiprobabilité. Donc, si j'ai ici oméga, et j'ai un ensemble A, et j'ai un autre ensemble à l'intérieur B. Ça fait? Donc, on suppose que j'ai une équiprobabilité. J'ai une équiprobabilité. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit par exemple que probabilité de A, c'est égal à cardinal A divisé par cardinal oméga. Ça fait en cas d'équiprobabilité. Maintenant, quelle est la probabilité de A union B? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit en fait cardinal de A union B, probabilité de A union B, c'est simplement cardinal
On divise par cardinal oméga. Mais ici, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir cardinal de A union B. Oui. Maintenant, pour calculer ce cardinal, cardinal de A union B, donc ici, on va encore diviser par cardinal oméga. Mais cardinal de A union B, ça veut dire qu'on doit compter le nombre d'éléments que j'ai dans l'union de A et de B. Et qu'est-ce qu'on avait dit? C'est cardinal A plus cardinal B et... Donc ceci est égal à... Donc je vais écrire en détail. Donc on va diviser toujours par cardinal oméga. Qu'est-ce qu'on a dit? Cardinal de A union B. Donc on va prendre le cardinal de A plus cardinal de B. Mais le problème, c'est que l'intersection, on va la compter 2 fois. Donc il faut l'enlever une fois. Moi, Je vous rappelle. Donc en fait, c'est simplement cardinal A plus cardinal B moins cardinal de A inter B. Ça fait quoi ça, la. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut aller plus loin, donc on peut fractionner la fraction. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc je l'écris par la suite. Ça veut dire probabilité de A union B, ce sera donc ça plus ça moins ça. Donc à chaque fois on divise par cardinal oméga. Donc à chaque fois on divise par cardinal oméga. Ici j'avais cardinal A plus cardinal B moins cardinal de l'intersection de A et B. Et qu'est-ce que cela signifie? Cardinal A divisé par cardinal oméga, c'est simplement la probabilité de A. Et cardinal B divisé par cardinal oméga, ceci est simplement la probabilité de B, moins la probabilité de cardinal A inter B, ceci c'est la probabilité de A inter B. Ça c'est dans le cas général. Oui, oui. Ça, c'est dans le cas général. Maintenant, dans le cas particulier, si en particulier j'ai ici oméga, ça fait? J'ai oméga. Et dans oméga, j'ai deux événements A et B qui sont disjoints. Ça veut dire, en fait, dans ce cas, l'intersection de A et B, elle est vide. L'intersection, elle est vide. Et la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Et donc, dans cette situation, probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus probabilité de B. Est-ce que vous vous rappelez de toutes ces relations? Oui, monsieur. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on avait dit? En particulier, donc si je prends un cas très particulier, je prends oméga. Et donc j'ai ici A. Et donc là j'ai oméga. Si je prends A, ce qui va rester ici, c'est le complémentaire de A. Donc on peut dire que probabilité de oméga, c'est simplement probabilité de A plus probabilité du complémentaire de A. Et comme en fait l'intersection ici est vide, c'est tout ce qu'on a. Parfait. Et donc, probabilité de oméga, on sait que c'est égal à 1. Ici, j'ai probabilité de A. Et ici, j'ai probabilité du complémentaire de A. Ça fait? Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est que A et A complémentaire partitionnent, c'est une partition de oméga. Donc ici, A et A bar, est une partition, est une
partition de oméga. Et là, j'ai une partition. Parce que j'ai deux choses. Quand on dit partition, ça veut dire que A union complémentaire est égale à oméga. Et en plus, l'intersection est vide. L'intersection entre A et le complémentaire, c'est l'ensemble vide. Ça fait? Donc maintenant, à partir de ce dernier résultat, si j'applique simplement, si j'ai une partition, si j'ai oméga et je l'ai partitionné, je veux calculer la probabilité de oméga. En fait, il suffit de prendre la probabilité de A plus la probabilité du complémentaire. Est-ce que vous avez tous compris ce dernier résultat? C'est ce qui m'intéresse. Si j'ai une partition, c'est deux choses. C'est que les intersections entre les éléments évitent, mais l'union donne l'ensemble. اللي كنجمعهم بحال عندكم خبزه قسمتوها على 4 عطيكم 4 ديال الطوفه واش كاين شي حاجه مشتركه بيناتهم ولا لان قطعناهم ولكن الا جمعتوهم تجبروا على ثاني الخبزه صافي. C'est exactement la même chose. Donc maintenant, c'est ce résultat qu'on va appliquer. Ce résultat qui est général, maintenant, en fait, ce résultat est général, il ne dépend plus de l'équiprobabilité. هذا ما بقاش دابا كيتعلق هذه النتيجه هذه ما بقاتش مرتبطه بديك ما بقاتش مرتبطه بالحاله ديال l'équiprobabilité. Ce résultat est assez général. Maintenant, je veux l'appliquer dans mon exemple. Ou bien avant de l'appliquer dans mon exemple, on va le généraliser. Si j'ai un événement B, si j'ai un événement B, ça fait. Ici, j'ai un événement B. Je vais écrire ici B. Bien sûr, cet événement B, il se trouve dans un ensemble plus grand qui est oméga. Ici, j'ai l'ensemble des possibilités oméga. Ça fait? Ce qu'on va faire, on vous demande de calculer la probabilité de B. Donc là, on vous demande de calculer quelle est la probabilité de B. Et le problème, c'est que maintenant, si j'avais une équiprobabilité, ça va me faciliter la tâche. Donc, quand on a des équiprobabilités, c'est très simple de calculer cette probabilité. On va prendre simplement cardinal de B divisé par cardinal oméga. Mais le problème, c'est lorsque je n'ai plus d'équiprobabilité, comment faire? Si j'avais une équiprobabilité, donc je vais écrire ici deux situations. Donc ici, si j'ai une équiprobabilité, alors c'est très simple. Probabilité de B est égale à cardinal de B divisé par cardinal oméga. Maintenant, on n'a plus d'équiprobabilité. Donc ici, on va dire, je vais mettre juste une croix pour dire, je n'ai plus d'équiprobabilité. Comment on va calculer la probabilité de B? La seule chose qui me reste, la seule solution qui me reste, c'est de partitionner B. On va partitionner B. Donc ça veut dire en fait, je vais le fractionner en plusieurs événements élémentaires. Et on va les appeler par exemple B1, B2, B3, B4, B5 et B6 dans cet exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a? B1, B2, B3, etc., c'est une partition de B. Pourquoi c'est une partition? Parce que, première chose, je vais l'écrire en jaune. Si je prends B1 et union B2, union B3, union, etc., jusqu'à B6, qu'est-ce que j'obtiens? Et là, je mets ça de KM. Donc, on retrouve B. Et en plus, j'ai les intersections. Si je prends BI, intersection
de BJ est différent de J. Donc, quelle est l'intersection de B1 avec B2? C'est l'ensemble vide. Quelle est l'intersection entre B2 et B3? C'est l'ensemble vide. Quelle est l'intersection entre B3 et B4? C'est l'ensemble vide. Donc, si je prends tous ces éléments 2 à 2, l'intersection est vide. Donc, ici, j'ai une partition, j'ai partitionné B. Quelle est donc la probabilité de B dans ce cas? La probabilité de B. Donc, si j'applique la règle que j'ai ici, donc j'ai oméga, je l'ai partitionné, j'ai A et le complémentaire. Pourquoi? Parce qu'il partitionne, parce que l'union de A et de son complémentaire donne oméga, et en même temps, leur intersection est vide. Donc là, je suis dans le cas général. Donc, puisqu'en fait, je peux généraliser, alors la probabilité de oméga, c'est la probabilité de A plus la probabilité du complémentaire, ou bien du reste. Donc, on peut généraliser ce résultat et dire probabilité de B, c'est probabilité de B1 plus probabilité de B2 plus probabilité de B3, etc. Donc, ici, c'est égal à probabilité de B1 plus probabilité de B2 plus, etc., jusqu'à probabilité de B6. Dans ce schéma, faites misal. Ça fait. Et donc, c'est exactement ce que nous allons faire dans notre exercice. Dans notre exercice, qu'est-ce qu'on a? Donc, on vous demande de calculer la probabilité de... On vous demande de calculer la probabilité de E1. Donc, je vous rappelle que, donc, on se pose la question, quelle est cette probabilité? Maintenant, on n'a plus d'équiprobabilité. C'était la question 3. On va simplement reprendre le E1. Ça fait, on va le schématiser, on va le tracer, et on va dire E1, c'est simplement le nombre 1, 2, 3, 4 et 5. حتى لهنا كنظن بأن المسائل واضحة. Donc en fait, je vais fractionner, je vais diviser, je vais partitionner E1 en plusieurs événements élémentaires. C'est un grand événement, il contient 5 éléments. Je vais le partitionner en plusieurs événements élémentaires. Donc ici, on va appeler cette première partie, je vais la noter B1. Donc l'événement B1, c'est obtenir la boule numéro 1. Et ici, je vais l'appeler B2. Donc l'événement B2, c'est d'obtenir la boule numéro 2. Ici, j'ai l'événement B3, B4 et B5. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, si je prends ces événements élémentaires et on les regroupe et on les réunit, et là je mets donc si je prends B1, union B2, union B3, union B4, union B5. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? E1. Et on va retrouver E1. Et en même temps, qu'est-ce que vous remarquez? Si je prends les intersections, B1 intersection B2, c'est combien? Ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Donc, quel que soit, si vous prenez un événement B1 ou bien B2, leurs intersections sont toutes vides. Ok, ici, j'ai deuxième chose. Donc, on va écrire ici. On peut écrire de manière générale, alors BI, inter BJ, c'est l'ensemble vide, quel que soit I différent de J. Pourquoi il faut que I soit différent de J? Parce que si I est égal à J, B1 inter B1, ce n'est plus l'ensemble vide, c'est B1. Ça fait donc, qu'est-ce qu'on est ici? Puisqu'en fait, j'ai une partition. Donc ici, en fait, j'ai les deux conditions d'une partition.
Alors on peut appliquer le résultat précédent et le généraliser. Ici, j'avais, regardez, donc là, si je reprends l'exemple précédent, j'ai B, je l'ai partitionné en plusieurs événements élémentaires. Alors la probabilité de B, c'était la probabilité de B1 plus la probabilité de B2 plus la probabilité de B3, etc. Ça fait? On va appliquer exactement la même formule ici. Donc, probabilité de E1, ici, probabilité de E1, je vais l'écrire en bleu, probabilité de E1 est égale à probabilité donc, de la première partie de B1 plus la probabilité de E2, pardon, de B2, probabilité de B2, plus la probabilité de B3, plus la probabilité de B4, plus la probabilité de B5. Or, ces probabilités, nous les avons déjà calculées. Nous avons trouvé que la probabilité de B1, شحال جبرنا؟ 1 sur 55. Voilà, 1 divisé par 55. Plus la probabilité de B2, nous avons trouvé 2 divisé par 55. Plus la probabilité de B3, 3 divisé par 55. Plus la probabilité d'obtenir labo numéro 4, c'est 4 divisé par 55. Plus la probabilité d'obtenir labo numéro 5, 5 divisé par 55. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste simplement à faire la somme. J'ai la somme de 5 fractions qui ont le même dénominateur commun, 55. Ça fait. Il reste à additionner les numérateurs. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. Et 10 plus 5, 15. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? Que la probabilité de l'événement E1 est égale à, je vais l'écrire ici en rouge, cette probabilité, on vient de trouver qu'elle est égale à 15 divisé par 55. Et là, vous avez le droit de simplifier. Donc je peux simplifier, je peux diviser par 5 en haut et en bas, ça devient, il va rester 3 divisé par 11. Donc probabilité, donc je vais l'écrire ici quelque part. Probabilité de E1 est égale à, donc si on simplifie par 5, il va rester 3 divisé par 11. Ça fait, est-ce que vous avez un peu, je sais que ce passage n'est pas très facile, mais ce que je vous demande de retenir, une chose, lorsque j'ai une équiprobabilité, c'était l'objet de la question 3, en fait, la règle est très simple. Probabilité d'un événement A, c'est cardinal A divisé par cardinal oméga. Lorsqu'on n'a plus d'équiprobabilité, il nous reste une issue de secours. C'est qu'on doit prendre l'événement, quel que soit cet événement, on doit le partitionner. Et après, on sait que la probabilité de E1, c'est simplement la somme de tous les éléments qui le composent. Ça fait. باش نحسبوا الاحتمال ديال واحد كبير غادي نجزئوه ونحسبوا الاحتمال ديال دوك الصغار. C'est ça la règle, c'est ça la logique. Est-ce que c'est un peu clair pour tout le monde? Oui, oui. Je vais reprendre ici la solution. Et de toute façon, on va refaire la même chose, ça va devenir plus clair par la suite. C'est tout à fait normal. Donc rappelez-vous que dans la question 3, nous avons une équiprobabilité. Ça fait, et nous avons déjà calculé la probabilité de E1. Et dans le cas de l'équiprobabilité, la probabilité de E1, nous avons trouvé 1 demi, 1 sur 2. Maintenant, dans la question 4, on vient de calculer la probabilité de E1. Regardez, donc on note que, donc regardez, donc avant de passer à la suite, E1, on peut l'écrire
sous forme de B1, union B2, union B3, union B4, union B5. Donc E1, le nombre qui sont au plus égaux à 5. On peut faire la même chose pour E2. E2, c'est les nombres pairs. On va noter B2, donc ici B2, c'est la boule numéro 2, la boule numéro 4, la boule numéro 6, la boule numéro 8 et la boule numéro 10. Donc on peut dire que E1, c'est simplement B2, union B4, union B6, union B8, union B10. Et on fait la même chose pour E3. E3, ce sont les nombres impairs. B1, c'est la boule numéro 1. B3, c'est la boule numéro 3. B5, la boule numéro 5, etc. Donc, on peut dire que E3, les nombres impairs, on peut les écrire B1, union B3, union B5, union B7, etc. Et finalement, oméga, on peut aussi l'écrire de cette manière. Oméga, ça veut dire la boule numéro 1, la boule numéro 2, la boule numéro 3, jusqu'à la boule numéro 10. Et donc, finalement, oméga, c'est simplement l'union de tous ces événements élémentaires. On vient de calculer la probabilité d'obtenir l'événement E1. Donc, qu'est-ce qu'on a? Probabilité de l'événement E1. On l'a remplacé, donc on l'a fractionné, on l'a partitionné, donc on sait que E1, c'est simplement B1, union B2, union B3, union B4, union B5. Et puisqu'en fait, tous ces événements élémentaires sont disjoints, donc on peut directement dire que la probabilité, c'est la somme des probabilités élémentaires. Donc, probabilité de B1, plus probabilité de B2, plus probabilité de B3, etc., jusqu'à probabilité de B5. Or, ces probabilités, nous les avons déjà calculées. La probabilité d'obtenir la boule numéro 1, c'est 1 sur 55. Probabilité d'obtenir la boule numéro 2, 2 divisé par 55, etc. Jusqu'à la probabilité d'obtenir la boule numéro 5, 5 divisé par 55. Et si on calcule la somme, on trouve 15 divisé par 55. Et si on simplifie, on a 3 divisé par 11. Regardez maintenant la différence. Est-ce que vous avez remarqué cette différence de résultat? Lorsqu'on a fait l'hypothèse de l'équiprobabilité, nous avons trouvé que probabilité de E1 était égale à 1 sur 2. Lorsque nous avons abandonné cette hypothèse et on a dit que la probabilité de chaque boule est proportionnelle à son numéro, ben regardez, maintenant je n'ai plus le même résultat, j'ai une probabilité de 3 divisé par 11. Ça fait? Est-ce que vous avez compris déjà comment répondre à cette première question? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou bien y a-t-il des remarques encore ou quelque chose qui n'est pas clair? Oui, c'est clair, monsieur. Ben maintenant, on peut aller plus vite. On va aller très vite. Il nous reste encore 10 minutes. On vous demande de calculer ensuite la probabilité de l'événement E2. Donc E2, ce sont les nombres pairs. Et donc, on peut dire que l'événement E2, c'est simplement la boule numéro 2, la boule numéro 2, 4, la boule numéro 6, la boule numéro 8 et la boule numéro 10. Donc en fait, là, on va dire c'est tirer la boule numéro 2, ou bien j'ai union, la boule numéro 4, ou bien la boule numéro 6, ou bien la boule numéro 8, ou bien la boule numéro 10. Bien sûr, tous ces événements élémentaires sont disjoints. Je vais tirer une seule boule. Donc, je ne peux pas voir en même temps la boule numéro 2 et la boule numéro 4. Ça fait? Et donc, automatiquement, cette probabilité, ou bien la probabilité de cette union, c'est simplement la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc, ici, j'ai probabilité de B2, plus la probabilité de B4, plus la probabilité de B6, etc., jusqu'à la probabilité de B10. Ces probabilités, nous les avons déjà calculées. Probabilité d'obtenir la boule numéro 2, c'est 2 divisé par 55. Probabilité d'obtenir la boule numéro 4, c'est 4 divisé par 55, etc. Jusqu'à la boule numéro 10, 10 divisé par 55. Et si on calcule et on simplifie, on obtient 6 divisé par 11, 6 onzièmes. Là encore, vous voyez la différence. C'est qu'en cas d'équiprobabilité, nous avons déjà calculé probabilité de E2, nous avons trouvé 1 sur 2. Ici, nous avons trouvé 6 onzièmes, 6 divisé par 11. Et on continue. Pour la probabilité de E3, donc E3, ce sont les nombres impairs.
Donc impair, ça veut dire la boule numéro 1, ou bien la boule numéro 3, ou bien la boule numéro 5, ou bien la boule numéro 7, ou bien la boule numéro 9. Puisqu'en fait ces événements élémentaires sont disjoints, la probabilité de cette union, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc on va dire probabilité de B1 plus la probabilité de B3, etc. Ces probabilités, on les a déjà calculées. La probabilité de B1, c'est 1 divisé par 55. La probabilité de B3, c'est 3 divisé par 55, etc. Et donc, si on additionne, nous avons 5 divisé par 11. Donc, la probabilité de tomber sur un nombre impair est de 5 divisé par 11. Ça fait? Je vais plus vite parce que je crois que maintenant, c'est devenu plus simple. Si vous avez compris le principe, le reste est très simple. Ça fait? La probabilité de oméga. Ben, oméga, normalement, sans faire de calcul, et quelle que soit la situation, c'est un événement certain. Parce que quel que soit le résultat, il appartient à oméga. هذا شي حاجة اللي هي يقينية. ما سحبتوا الكرة غادي تكون كتسمى الأوميغا. Normalement, quelle que soit la situation, on doit trouver une probabilité égale à 1. Mais faisons-le. C'est que de maintenant. Donc, oméga. Donc, obtenir un résultat de oméga, ça veut dire tirer la boule numéro 1, ou bien la boule numéro 2, ou bien la boule numéro 3, etc., jusqu'à la boule numéro 10. Et en même temps, je ne peux pas réaliser ces événements élémentaires de manière conjointe. L'intersection est vide. Et donc, cette probabilité, c'est simplement la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc, la probabilité de B1 qui est 1 divisé par 55, plus la probabilité de B2 qui est de 2 divisé par 55, etc., jusqu'à la dernière probabilité, 10 divisé par 55. Et si on calcule la somme, nous allons trouver 55 divisé par 55, et ceci est égal à 1. Est-ce que ceci est clair pour tout le monde maintenant? Oui, monsieur. Donc, on va s'arrêter à ce niveau. Donc, je vous laisse réfléchir sur la question B. Maintenant, comment nous allons calculer tout en appliquant le même principe. Tout en appliquant le même principe, nous allons voir que, donc, on va commencer. Si je m'intéresse, par exemple, maintenant à des intersections, nous avons déjà calculé l'intersection de E1 et de E2. E1 et E2, ce sont les nombres pairs et au plus égaux à 5. Quels sont ces nombres? Quels sont les nombres qui sont en même temps pairs, زوجية, et au plus égaux à 5? 2 et 4. C'est 2 et 4. En fait, la probabilité de cette intersection, ça veut dire en fait, on va tirer la boule numéro 2 ou bien la boule numéro 4. Donc, regardez comment on a transformé cet événement. Donc ici, l'intersection des nombres qui sont au plus égaux à 5 et les nombres pairs, nous avons trouvé ce sont simplement le nombre 2 et 4. 2, c'est tirer la boule numéro 2, et 4, c'est tirer la boule numéro 4. Et en même temps, je ne peux pas réaliser les deux en même temps. Donc ici, c'est simplement probabilité de B2 plus la probabilité de B4. Et ces probabilités, nous les avons déjà calculées. Donc la probabilité d'obtenir la boule numéro 2, c'est 2 divisé par 55. Et la probabilité d'obtenir la boule numéro 4, c'est 4 divisé par 55. Donc, la probabilité d'obtenir de l'événement E1 inter E2, c'est la somme 6 divisé par 55. Donc, le principe qu'il fallait comprendre, c'est exactement ce que je vous ai dit dès la première fois. Donc, en fait, on va partir en se posant une question. Est-ce qu'on a une équiprobabilité ou non? Si j'ai une équiprobabilité, comme dans la question 3, le calcul est simple. Il suffit d'appliquer la règle cardinale A divisée par cardinale oméga. Mais lorsque on n'a plus d'équiprobabilité, on doit prendre tous les événements et on doit les partitionner. Ça fait? Et on fait le calcul, comme on vient de faire.
Donc, je vous laisse réfléchir sur la suite de la question 4. Donc, ça devient très simple. Et la prochaine fois, ce que nous allons faire, maintenant, en fait, nous avions une expérience qui est très simple. Et lorsqu'on était en équiprobabilité, nous avons appliqué la formule cardinal A divisé par cardinal oméga. Ça veut dire qu'il suffisait de compter le nombre d'éléments dans A et de compter le nombre d'éléments dans oméga et diviser. كانت القضية سهلة نحسبوا غير شحال عندي في A ونحسبوا شحال في oméga. Mais le problème, c'est que parfois, il n'est pas très simple de compter le nombre d'éléments d'un ensemble. Vous pouvez même prendre l'exemple de... ici, je vais vous donner juste l'exemple en probabilité d'un examen. Donc, vous avez ici la correction des examens. Par exemple, ici. Si vous prenez par exemple l'examen de 2012-2013, le premier exercice. Et donc, regardez, vous avez ici un jeu de 32 cartes. Comme 32 cartes à bitaqa. Donc, voici en fait le schéma. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 4 fois 8, c'est bien 32. Voici toutes les cartes possibles. Mais maintenant, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que on va tirer 8 cartes au hasard. On va tirer 8 cartes. Ça veut dire maintenant une possibilité, c'est un ensemble de 8 cartes. دابا النتيجة هو عندي يعني مجموعة ديال 8 ديال البطائق. J'ai combien de possibilités? Donc là, ça va être très compliqué de compter le nombre de possibilités. Cardinal oméga, ça va être très compliqué de le faire. Au total, je vais vous surprendre. Au total, j'ai 10 518 300 possibilités. Cardinal oméga. Donc j'ai 10 518 300. Est-ce qu'on va pouvoir le compter manuellement? C'est impossible. Même que là, je ne. Donc en fait, la prochaine fois, ce que nous allons voir, c'est dans les cas compliqués, lorsqu'on ne pourra plus compter manuellement le nombre d'éléments d'un ensemble, on doit passer par des méthodes de dénombrement. C'est ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Donc la prochaine fois, nous allons terminer la question 4 et nous allons aborder donc, la notion d'analyse combinatoire. Donc ici, vous avez déjà l'analyse combinatoire. Donc, ça va nous prendre 1 heure à peu près. Pour continuer ensuite. Et lorsqu'on aura appris l'analyse combinatoire, on va passer directement à la résolution des examens de probabilité qui font appel à ces notions. فهمتوا دابا فرحنا ماشيين فهمتوا الهدف اللي غادي نوصلوا له دابا حنا مشينا واحد العلاقه اللي هي بسيطه غادي نبقاو نعقدوها باش نوصلوا في الاخر نقدروا نحلوا 80 ديال الامتحانات. Avez-vous des questions ou des remarques avant de vous quitter? Ça fait? Non, monsieur. Non. Donc, Monsieur, une question. Est-ce qu'on va pouvoir travailler les fonctions de répartition parce qu'elles tombent souvent dans les examens? Justement, donc on va les faire petit à petit. Comme j'ai dit avant de commencer l'enregistrement, donc la séance d'aujourd'hui étant terminée, il va nous rester encore 5 séances. 5 séances avant l'arrêt définitif des cours. Les cours doivent s'arrêter le 12 juin. Ça fait? Donc ça veut dire qu'il va nous rester officiellement 5 séances. Ce que j'ai proposé à ceux qui étaient là avant vous, donc on va exploiter la semaine des révisions, ça veut dire la semaine qui va du 14 au 19 juin. Et on va faire, ce sera donc du lundi au samedi, de 10h à midi. Donc on va ajouter 6 séances supplémentaires. Elles ne sont pas obligatoires. Parce que dans tous les cas, on va les enregistrer et je vais les partager comme d'habitude sur YouTube et sur ma page Facebook. Quel sera l'objet de ces séances supplémentaires? C'est de résoudre le maximum d'exercices de probabilité.
Donc, puisqu'en fait, les examens se ressemblent, les exercices, la méthode de leur résolution revient à chaque fois. Ce que nous allons faire, c'est on va commencer par résoudre un exercice de chaque type de chaque type d'exercice. Ça fait ça fait au début. Et après, donc, on va refaire d'autres exercices. D'accord, Donc, on va- merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc, de rien. Donc, à chaque fois, donc, je vois que dans les examens, il y a 3 exercices. Donc, un exercice comme celui des jeux de cartes. Donc, on va résoudre ce genre d'exercice. Ensuite, on va passer au cas d'une variable aléatoire continue, lorsqu'il faut calculer des intégrales, des fonctions de densité, des fonctions de répartition, etc. Et l'exercice 3, c'est lorsqu'on a un couple de variables aléatoires, x et y. Donc, ne vous inquiétez pas, donc, ces exercices sont assez simples une fois que vous avez compris la logique. Ça fait. La seule difficulté peut-être, ce sera de savoir calculer une intégrale par la suite. D'abord, comment calculer l'intégrale d'une fonction. Ça fait. Mais ne vous inquiétez pas, donc on va essayer de répondre à toutes ces questions dans les séances qui nous restent. Donc, il va nous rester à peu près donc, 10 ou bien 11 séances. Ça fait. Bien, donc nous sommes mardi, donc à jeudi, à 10h. Au revoir. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions avant de vous quitter? Ça fait? Bien.